Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième demi-journée dédiée au SIAPRO. Donc premier jour aujourd'hui. Le principe, on le rappelle, du SIAPRO, c'est des exposants mais aussi des conférences qui traitent de questions que peuvent se poser ou que se posent les agriculteurs et agricultrices. La question qu'on va aborder ensemble maintenant, c'est: j'ai choisi l'agroécologie, dois-je et puis-je être rémunéré pour des services environnementaux en plus de mes productions agricoles? Donc on va parler mécanique de financement et aussi identité professionnelle. Est-ce qu'on doit être rémunéré pour des services environnementaux, pour la protection de l'environnement et pas seulement pour la production de biens agricoles? Et pour ce faire, je vais avoir la joie d'avoir un panel d'intervenants complet. Mais avant de les appeler sur scène, je vais peut-être vous rappeler la définition d'un paiement pour service environnemental. Parce qu'on va parler de ça tout du long. Qu'est-ce que c'est qu'un service environnemental et qu'est-ce qu'un paiement pour service environnemental? Donc un PSE, un paiement pour service environnemental, c'est un programme de rémunération d'un acteur, généralement un agriculteur, pour l'entretien, le maintien, voire la restauration de composantes de l'écosystème dont la société dérive un avantage. Donc je paye un agriculteur pour qu'il protège la nature, qui, elle, me rend un service en retour. Quand je dis moi, c'est moi la société en général. On parle de cycle des nutriments, de qualité de l'eau, de séquestration du carbone, de lutte contre l'érosion des sols, ou l'habitat pour la biodiversité par exemple. On peut appeler ça aussi des solutions fondées sur la nature. Et la question, encore une fois, qu'on va se poser ensemble, c'est: les agriculteurs doivent-ils et peuvent-ils être rémunérés pour la fourniture de tels services environnementaux, en plus de leur chiffre d'affaires lié à la vente de leurs productions agricoles? Donc on va en parler avec Augustin de la Grandière, agriculteur et cofondateur de Milpa, Pierre Prigent, qui est responsable du programme Agriculture et Alimentation au WWF, Amélie Coll, responsable du pôle Agriculture et Alimentation chez Vertigolab, qui est un bureau d'études spécialisé dans l'analyse d'impact et le développement de filières territorialisées. Et on sera rejoint ensuite pour une conclusion par Pierre Girard, qui est journaliste et auteur d'un livre que vous pouvez trouver à la librairie du SIAPRO, Au rythme de la Terre, aux éditions J.C. Lattès. Mais donc avant ça, on accueille nos trois intervenants sous vos applaudissements nourris. Messieurs, dames, bienvenue donc. Pendant que vous vous installez, je pose tout de suite ma première question. Sur le principe, et peut-être que la question va d'abord s'orienter vers Amélie et puis les autres pourront rebondir. Sur le principe, pourquoi est-il nécessaire de rémunérer des services environnementaux? C'est bon, tout le monde m'entend bien. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup Pierre. Et effectivement, comme tu le disais en introduction, donc quand je suis un agriculteur, je produis du blé, des légumes, de la viande, du lait, mais je ne produis pas que ces produits alimentaires effectivement, mais je vais aussi fournir une eau de qualité, je vais contribuer à maintenir des paysages, à créer des habitats pour la biodiversité, et tout ça, donc ces services environnementaux, je viens également les produire, les fournir. Et donc quand je suis agriculteur, je produis des biens marchands, les produits, les denrées alimentaires, mais je viens aussi produire des biens qui sont non marchands. Et ce sont ces biens non marchands pour lesquels on peut se questionner si je fournis ces biens, ces services à la société, est-ce qu'il est légitime, est-ce qu'il est pertinent de venir les rémunérer? Et c'est là que vient effectivement cette question de la nécessité ou de la pertinence de PSE, de rémunération pour ces services environnementaux. Est-ce que ça ne devrait pas être inclus dans le prix des produits finalement? Historiquement, on avait des prix qui étaient maintenus très hauts. La PAC est arrivée par là en 92, les prix ont baissé et du coup finalement on cherche un peu à compenser par l'arrière. Alors soit par les subventions, soit par ce type de dispositif. On va expliquer tout à l'heure la différence, mais est-ce que ça ne devrait pas être inclus dans le prix du produit? Alors en théorie, on pourrait répondre que oui, c'est aussi la grande question en économie de la valorisation des externalités, mais c'est vrai qu'on voit qu'avec le contexte aujourd'hui de marché mondialisé, de concurrence, le consentement à payer aussi des consommateurs qui est assez faible pour venir intégrer au prix de marché en fait ces services environnementaux, le coût des produits aujourd'hui n'intègre pas tous ces aspects, tous ces services environnementaux qui sont rendus. Augustin, tu veux réagir? Toi, tu es agriculteur. Est-ce que tu te considères comme on avait entendu ça, c'est un vieux slogan de contradicteur de certaines lois qui visaient un peu à faire émerger ce type de dispositif. Est-ce que tu te considères comme un jardinier de l'espace? Et donc, est-ce qu'il faudrait que tu sois... Pas du tout. Voilà. Et est-ce que je ne connais pas ce terme. Mais... est-ce qu'il devrait être rémunéré comme tel? Tu poses la question de est-ce qu'on devrait avoir les externalités positives rémunérées dans le prix des produits. Et moi, déjà, je dis qu'il faudrait déjà que les externalités négatives apparaissent dans le prix des produits. Et ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, quand vous achetez du pain, de la farine standard, etc., vous ne payez pas le prix des externalités négatives.
On parle d'érosion du sol, on parle de baisse de biodiversité, on parle de qualité de l'air, on parle de qualité de l'eau. Quand on voit le budget des agences de l'eau, etc., tout ça n'est pas payé dans le prix de ce qu'on mange tous les jours. Une forme de dévalorisation aussi de l'alimentation qui a peut-être aussi conduit à la situation dans laquelle on est. C'est un prix qui n'a fait que baisser, etc. Mais donc, du coup, ça n'apparaît pas et c'est trop compliqué à faire apparaître puisqu'on l'a vu, Amélie a raison. Moi, je suis producteur bio et j'ai vu que dès qu'on passait un stade, donc on dépasse le 1 million d'hectares sur 25 millions d'hectares en France, le consommateur s'arrête et on revient à la case départ. Donc voilà, et pourtant, l'addition totale, elle est payée par tout le monde. C'est-à-dire que par chaque consommateur, etc., il y a des externalités positives que l'on paye tous. Donc je parle du coût de l'érosion, la qualité de l'air. Les externalités négatives, du coup, qu'on paye tous au travers de nos impôts, la sécu. Mais indirectement, pas de l'alimentation, mais à la fin, on le paye. Pierre, même réaction. Finalement, donc tu travailles chez WWF. Si on caricature le travail d'une ONG environnementale, c'est de venir dire il faut faire plus, il faut faire plus, il faut arrêter de polluer. Mais là, c'est pas la question, c'est de la mécanique. C'est on vient rémunérer un service d'une production d'un impact positif et non pas, on va dire, une taxe ou sur une pollution. On est sur un renversement du modèle. Est-ce que ça, c'est aussi un modèle que cherche à défendre une ONG environnementale telle que WWF? C'est sûr qu'on a plutôt intérêt à parler du côté positif que du côté négatif. On a aussi intérêt à le faire parce que potentiellement ça concerne moins de monde et donc ça va concerner des pionniers et on va essayer de faire quelque chose d'un peu extraordinaire avec quelques pionniers et c'est cette chose-là qu'on va essayer de faire grossir. Il y a toujours le côté, en gros, est-ce que il est plus efficace ou plus pertinent d'aller s'adresser entre guillemets au système majoritaire de ce qu'est l'agriculture aujourd'hui et de travailler là-dessus, ou est-ce qu'on veut soutenir des pionniers et faire naître quelque chose qui peut-être à terme, parce qu'il sera porteur de symbolique, parce qu'il va plaire, parce que ça va marcher, parce qu'il est plus joli et de rémunération, va pouvoir inverser les choses. Nous, en tant qu'ONG environnementale, c'est sûr qu'on préfère la deuxième option. On est très consciente de la première, on est très consciente des externalités négatives. C'est peut-être d'ailleurs plus un sujet de plaidoyer. Mais après, donc ça, c'est la question du socle réglementaire qui doit régler cette question. Où est-ce qu'on positionne le socle réglementaire? C'est une question politique, mais quand on agit sur le terrain et qu'on sait qu'à notre taille, on ne peut faire principalement que des choses petites qu'on aime ensuite, à qui on va apporter, entre guillemets, notre image et nos capacités de communication, c'est important de vraiment faire cette distinction, qui est peut-être une distinction entre guillemets plaidoyer politique et action de terrain. Donc plaidoyer politique qui vise à faire évoluer le cycle réglementaire, par exemple, et action de terrain qui vise à faire émerger des dispositifs à date plutôt expérimentaux peut-être. Amélie, je reviens vers toi. Est-ce que tu peux nous réexpliquer la différence entre un paiement pour service environnemental et une subvention? Est-ce que c'est pas une subvention déguisée? Et puis quelle différence par exemple avec ce qu'on connaît bien dans le monde agricole, les mesures agro-environnementales et climatiques, les MAEC? Est-ce que on est vraiment sur quelque chose de fondamentalement différent ou c'est juste du toilettage? Je dirais que c'est quand même assez différent. Et pour revenir effectivement sur la subvention, on est vraiment sur une logique de soutien à un revenu, alors que le PSE, on vient rémunérer des services, et donc rémunérer des services environnementaux. Je te coupe juste, il y a soutien à un revenu, mais quand on parle d'éco-conditionnalité, ce soutien, il est conditionné justement à la mise en œuvre de pratiques dites durables. Je te fais réagir juste après. Oui, après, je pense qu'il faut, si on veut rentrer aussi sur la définition et la théorie même d'un PSE, il y a quand même 5 critères qui viennent aussi définir ce qu'est un PSE et ce qui marque aussi la différence avec les MAE et les MAEC. On a le caractère volontaire, bon, là on retrouve la même chose, mais on a aussi les autres critères qui sont liés à la conditionnalité, l'additionnalité, l'incitativité aussi, et c'est là aussi une autre différence qu'on va retrouver entre un PSE et une MAEC par exemple, c'est la logique derrière entre l'obligation de moyens ou l'obligation de résultats. Sur les MAE, on va souvent être dans le cadre d'obligations de moyens, là où sur les PSE, on va essayer de tendre davantage sur des obligations de résultats. Pour expliciter, donner un peu un exemple, peut-être pour expliquer quelle est la différence. Si on se positionne dans le cas où on veut préserver la qualité de l'eau, par exemple sur un bassin versant, une obligation de moyens, ça va être de venir dire à l'agriculteur, il faut que tu sèmes un couvert, il faut que ton couvert, tu l'aies semé avant telle date, que tu l'aies détruit de telle manière avant telle date, et que tu aies 3 familles différentes, etc., etc., etc. Avec parfois quelques incohérences, on va dire, agronomiques ou environnementales, parce qu'on pense que
ces pratiques-là en fonction de notre capacité à les contrôler, plus qu'en fonction potentiellement des résultats. Alors qui sont définis aussi sur voilà. un territoire où il peut y avoir beaucoup de disparités, alors qu'effectivement une obligation de résultat, on va dire à l'agriculteur, tu fais comme tu veux, mais à la fin, je veux qu'il y ait pas plus que tel seuil de nitrate et je vais venir vérifier de telle manière, par exemple en calculant le REH, le résultat azoté. Et donc c'est là aussi une différence qui est assez fondamentale entre PSE et MAE. Après, on a aussi d'autres différences. On entend aussi souvent que les MAE sont assez lourdes administrativement, là où les PSE essayent d'apporter un peu plus de légèreté. C'est pas toujours le cas, mais voilà, ça peut être des différences qu'on peut trouver. Augustin ? Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs dans la salle déjà ? Est-ce que les agriculteurs peuvent lever la main ? Donc Ouais, pour ceux, il y en a 1, 5, 2, 6, 3, 3, Félix, 4, 5, 6, 4, ouais. 5. Petite dizaine, allez, si on l'arrondit. On est pas mal, c'est pas mal. Je vais le rappeler pour les autres, du coup. Dans la vie d'un agriculteur, quand on commence à 30 ans et qu'on finit à 70 ans, sa carrière, on n'a que 40 récoltes. Et 40 récoltes, c'est pas beaucoup. Quand on parle de grande culture en particulier. En maraîchage, ce serait un peu différent. Mais, on parle de grande culture. Ouais. Parlons de la majorité des surfaces françaises, alors, grande culture ou même en herbe, il y a 25 millions d'hectares. Et donc, on va parler que de ça. 40 récoltes, on n'a pas beaucoup l'occasion de se planter. Parce que si on se plante, on galère encore une année. Et en gros, tu te plantes 3 fois, t'es fini, t'es mort. L'exploitation de tes parents, tes arrière-grands-parents, tu la vends. Du coup, il y a un risque. Autre chose, la garantie de revenu aujourd'hui pour un agriculteur, c'est son travail du sol. Parce que c'est son travail du sol pour avoir un bon rendement. Et également les phytos et les engrais. Parce que c'est aussi ça qu'on est un agriculteur, son compte de résultat, c'est des tonnes par hectare multipliées par des eurotonnes. Si dedans, on n'a pas le paiement de l'ensemble, etc., on prend un risque. Donc bref, on va produire et on ne va pas compter le reste. Si on compte, donc au-delà du PSE, par exemple, moi, c'est juste un PSE à 100 euros par hectare, en gros, on s'en fiche, ça ne fait pas la balle. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Si on compte tout, si on mesure tout, en fait, le paiement, le service écosystémique que ça rend va beaucoup plus loin que 100 euros par hectare. On va parler de 100, 200, 300, 400 euros par hectare, en plus de la PAC. Moi, je peux vous dire, j'espère, si vous aviez un revenu garanti de 600 euros par hectare d'entrée de jeu, contre, arrête de travailler ton sol, fais que du semi-direct, découvert, etc., ça marche beaucoup mieux. Oui, tu veux dire que c'est aussi une façon de contribuer à une sécurisation du revenu associée à la mise en œuvre de pratiques agroécologiques, mais surtout la mesure des bénéfices associés à ces mesures agroécologiques. Qui est prêt à payer pour ça ? Parce que c'est aussi c'est bien beau de dire il y a la subvention d'un côté ou l'aide publique, donc là c'est l'État ou l'Union européenne via l'État et les régions. Dans les PSE, qui paye ? Est-ce que c'est public ? Est-ce que c'est privé ? Est-ce que c'est les deux ? Un peu de tout. Et effectivement, c'est toujours un peu le nerf de la guerre de savoir qui c'est qui va payer au final pour un bien commun. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les agences de l'eau disposent d'enveloppes en particulier, et c'est un peu la majorité des PSE qu'on voit aujourd'hui, on va dire, à l'échelle française. Et ça parce qu'il y a un cadre, un régime notifié qui permet cette enveloppe aussi là des agences de l'eau. Après, on a des collectivités qui de plus en plus essayent aussi de contribuer et qui souvent viennent compléter l'enveloppe que peut mettre l'agence de l'eau. On a aussi des PSE privés, et c'est là où, sur les aspects plus théoriques et de définition, c'est un peu compliqué, parce qu'on pourrait se dire qu'un système de type premium où il y a une rémunération face à un cahier des charges, on est un petit peu dans un PSE. Donc une sorte de prime filière associée au produit. On pourrait dire que cette prime, c'est le paiement pour le service environnemental, en quelque sorte. Donc il y a des privés aussi, et de plus en plus des dispositifs publics-privés qui essayent de voir le jour aussi. On peut penser à la compensation écologique, par exemple, une obligation réglementaire qui s'impose aux aménageurs. Et parce qu'un aménageur a mis en place une route, une éolienne, il doit compenser des impacts. Cette compensation, qui pose plein de questions théoriques et éthiques même, elle peut être réalisée par les agriculteurs qui alors fournissent un service de compensation qui peut être considéré comme un service environnemental. Ou on pourrait imaginer un fonds qui permettrait ensuite de venir alimenter un PSE. Ouais. Augustin, tu veux réagir ? Oui, alors autre chose aussi, c'est que l'agriculture, et je pense que Félix de Régénération, qui font aussi la même chose que nous sur la mesure du carbone dans le sol, pourra le valider. En fait, l'agriculture peut être la solution au climat, puisqu'en fait, on peut séquestrer beaucoup plus que ce que nous proposent les modèles carbone d'aujourd'hui. On peut monter à 5, 10 tonnes, voire plus de CO2 par an et par hectare. Du coup, quand on se dit, OK, l'agriculture, c'est la seule solution crédible et scalable pour le climat, là, ça change tout. C'est-à-dire qu'on a 250 millions de tonnes en excès de CO2 aujourd'hui. Donc, soit on peut parler de décroissance, on peut parler de plein de choses, mais aussi, on peut aussi dire, on confie ça
à l'agriculture. Et donc là, c'est plus des PSE, on se dit, ok, c'est 50, 60, 70, 100 euros tonnes le CO2. Aujourd'hui, les entreprises vont devoir faire ça. Ça va leur coûter 100 à 150 euros la tonne de diminuer leur émission de CO2. La tonne de carbone séquestrée ou non émise. La tonne de CO2 non émise. Et l'agriculture peut complètement faire ça. Ça tombe bien, on a besoin d'augmenter nos taux de matière organique. La matière organique, c'est du carbone. Donc il y a un seul élément qui manque aujourd'hui dans nos sols, c'est du carbone. On a besoin de carbone dans nos sols. Et ça tombe bien, il y a un truc qu'on en émet beaucoup trop, et ça concerne toutes les entreprises. C'est intéressant ce que tu dis, c'est que là, il y a une vraie convergence d'intérêts entre un enjeu purement agronomique et de production agricole et un enjeu environnemental et climatique. Et que ce PSE, ces paiements pour services environnementaux, ça peut être le dispositif qui soit incitatif pour que les deux objectifs se relient. Le PSE, c'est un paiement à l'hectare, donc on est encore conditionné à une production d'eurotonnes. C'est-à-dire que, bizarrement, plus ton PSE, si par exemple tu es payé 250 eurotonnes au lieu de 200, tu as intérêt à te produire. C'est-à-dire que plus tu produis, plus tu gagnes. Tu vois, parce que, bref. Alors que si tu le mets à l'euro l'hectare, et notamment par le carbone, sur de la mesure et remesure, c'est-à-dire qu'on va vraiment voir ce que tu séquestres. Véritablement mesuré et pas seulement modélisé. Exactement, ça change tout. Justement, quelques ordres de grandeur sur les PSE qui peuvent exister. Alors j'imagine qu'il y en a de tout ordre, c'est différent quand on parle de crédit carbone qu'on vient d'évoquer, de qualité de l'eau, mais quelques chiffres clairs, Mélie ? Oui, avec plaisir. Et si on regarde justement les PSE qui aujourd'hui sont portés par les agences de l'eau, parce que c'est ceux pour lesquels aujourd'hui on a le plus de recul et de données aussi, on voit qu'en moyenne, on se situe sur des rémunérations donc à l'hectare qui vont entre 75 et 125 euros l'hectare. Donc alors c'est forcément très variable en fonction des territoires, des dispositifs, des mesures qui vont être soutenues aussi. Quand on regarde ensuite ce que ça peut représenter pour une exploitation, et souvent sur la durée des 5 ans à peu près d'engagement d'un agriculteur dans le cas d'un PSE type agence de l'eau, ça peut représenter 40 000 euros environ pour l'exploitation, donc soit à peu près 8 000 euros par an pour l'exploitant dans le cas d'un PSE de ce type. Mais après, il faut vraiment avoir en tête que c'est très très différent. On va avoir par exemple le PSE Haut-de-Paris qui est aujourd'hui celui qui est reconnu comme celui qui a démontré les effets les plus importants et qui est aussi le plus rémunérateur. Qui vise la qualité de l'eau. La qualité de l'eau. Après, il y a d'autres co-bénéfices aussi. On agit aussi sur la biodiversité, etc. Certaines de ces mesures montent jusqu'à 450 euros l'hectare. Donc on peut avoir vraiment des grandes variabilités. Et pour donner un autre exemple, en ce moment, nous, on travaille avec une collectivité en Nouvelle-Aquitaine et on discute de certaines mesures qui vont être à 50 euros l'hectare, qui sont des petites mesures sur des sujets qui ne sont pas trop coûteux, qui ne demandent pas trop d'efforts, et d'autres qui vont être à 600 euros l'hectare parce qu'on sait que c'est des mesures qui sont plus compliquées à mettre en place et aussi qui vont répondre à des enjeux sur le territoire qui sont plus forts. Donc c'est très variable. Pierre, je voulais te poser la question des limites des dispositifs qu'on vient d'évoquer. Amélie, par exemple, évoquait la notion d'additionnalité. Il faut que je démontre que sans ce dispositif, je ne serais pas en capacité de produire ce service. Sans le paiement, je ne suis pas en capacité de produire le service. J'imagine que il y a plein d'effets, on va dire, contre-productifs. Les personnes qui faisaient déjà bien, parce que éthiquement, philosophiquement, agronomiquement, techniquement, ils étaient en capacité de le faire. Eux, je ne peux pas les rémunérer pour un paiement pour service environnemental, ou est-ce qu'on arrive à contourner cette limite-là ? Je ne sais pas si on arrive à la contourner, mais quand on démarre ce genre de projet, c'est une des premières réflexions qu'on a. C'est, par exemple, de façon un peu caricaturale, se dire est-ce que on va me critiquer en me disant que, en fait, le projet que je suis en train de monter, en fait, il va davantage rémunérer les mauvais élèves que les bons élèves. J'ai prévenu, c'est très caricatural ce que je dis. Il n'y a pas de bon ou de mauvais élèves, chacun fait ce qu'il peut. Mais vous comprenez l'idée, et ce critère d'additionnalité, il peut être parfois très limitant et faire quelques nœuds au cerveau dans la réflexion. Il faut se dire qu'on peut, la chance qu'on a en agriculture, c'est qu'on peut le régler assez vite, entre guillemets. Augustin a raison de dire qu'à l'échelle de la vie d'un agriculteur, il n'y a que 40 essais. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on a aussi des essais tous les ans. Et qu'en fait, Augustin a un peu comparé indirectement les puits de carbone forestiers, océaniques et agricoles en disant oui, c'est peut-être pas le plus grand forcément en volume, mais c'est celui sur lequel on peut le plus agir. Et donc en fait, pourquoi je fais le lien avec les bons et les mauvais élèves et l'additionnalité ? Parce qu'en fait, en agriculture, vu qu'on fait quelque chose tous les ans et qu'on a la possibilité de faire quelque chose de nouveau et de mieux tous les ans, entre guillemets, si je continue dans ma caricature, mais je le reconnais volontairement, on peut faire d'un mauvais élève un bon élève dans un nombre limité d'années. En fait, l'additionnalité, on va essayer
de s'en affranchir. Et on va parler de notre projet commun, mais nous, ce qui nous a intéressé dans notre projet commun, c'est vraiment d'aider ce moment de la conversion en agriculture biologique de régénération. Donc vous voyez, en fait, on se dit comment on va faire. On va conduire finalement la transition la plus ambitieuse possible, mais on va quand même accompagner des transitions. Donc en fait, on va faire de l'additionnalité, mais on va faire une bonne additionnalité parce que le modèle cible qu'on vise, il est le plus qualitatif possible. Justement, est-ce qu'on prend du temps pour expliquer ce projet et commencer par redéfinir ce que c'est, selon Milpa, à la Milpa, l'agriculture bio-régénérative? Oui, alors pour nous, la définition du bio-régénératif, c'est évidemment une certification bio, donc pas de pesticides ni d'engrais de synthèse. Alors après, spoiler, pas de pesticides du tout, même s'ils ne sont pas de synthèse, parce que ça, c'est votre... vous allez jusque-là, mais dans l'agriculture biologique en général, il y a d'autres phytos. Sur la grande culture, non, il y a très peu de... On parle que de viti peut-être et de maraîchage, et encore. Je rappelle que les produits de biocontrôle sont plus utilisés par des conventionnels que par des exploitations bio. Voilà, et en plus on vient rajouter le socle, c'est l'agriculture biologique régénérative, où on vient arrêter, diminuer ou complètement arrêter le travail du sol. Nous, ce qu'on vise, c'est une équation de semi-direct sous couvert permanent en bio. Donc voilà, et on a des trucs qui sont en train de vraiment bien tourner, des trucs qui fonctionnent quasi tous les ans, qui sont très robustes, donc ça, on est en train de mettre ça en place. Et du coup, c'est exactement ce qu'on fait. Donc nous, on veut mesurer notamment la séquestration carbone de ces pratiques, parce qu'on met des graminées, C4, etc. On fait pas mal de choses. Des associations de culture. Évidemment. Voilà. Et une agriculture surtout qui est très low cost, c'est-à-dire qu'en coût à l'euro l'hectare, on vient sabrer tous les coûts. Donc évidemment, en conventionnel, on en a pour 500 à 600 euros par hectare, je parle d'un blé, 500 à 600 euros par hectare d'intrants. Nous, on passe à 100 euros de semences. En méca, on va être à 450, 550, 600 euros de méca. Nous, on vient juste semer, récolter. Donc on vient descendre à un 350. Donc voilà, on vient vraiment sabrer les coûts euros par hectare. On vient rajouter également une production de biomasse, parce qu'on met des couverts permanents pour diminuer le coût des couverts. Les couverts, ça coûte cher quand on doit les ressemer tous les ans, etc. Donc on vient mettre des couverts permanents qui vont produire une fois qu'on a élevé notre récolte, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. On vient remesurer sous une méthode qui est de Vera, la VM0042. Donc ça, sur la partie carbone, c'est une démarche certifiée. Et on vient aussi apporter ça en rajoutant des crédits biodiversité que Pierre va vous présenter. Et les deux, la partie carbone, séquestration, mesure et remesure, plus la partie biodiversité, nous font un crédit vivant. Et je laisse Pierre parler de la partie biodiversité. On va y aller tout doux. Jusqu'alors, en fait, Milpa développe ces approches-là auprès des exploitations partenaires, avec une logique de garantie de revenus en contrepartie de la mise en œuvre de l'ensemble des pratiques que tu viens d'évoquer. Pour accélérer la transition du système, vous vous êtes dit... on va valoriser le carbone stocké. Donc ça, des mesures existent classiquement. C'est les fameux crédits carbone que tout le monde connaît. Vous avez choisi le label qui va bien et qui vous semble le plus robuste, avec une méthode de mesure et de remesure particulière. Donc c'est pas juste de la modélisation, c'est de la mesure. Exactement. Ce qui change tout, tu as raison de le rappeler, parce que la partie modèle, on sort maximum à 2 ou 3 tonnes. Donc on parle de 60-70 euros par hectare maximum. Quand on parle de mesure et remesure, on va plus au-delà. loin et on va effectivement mesurer. On va chercher la réalité, tout simplement. Ce qui est supérieur à celle qui est mesurée, qui était plutôt celle qui était modélisée, et qui était conservatrice. Et à ça, vous ajoutez un crédit biodiversité, et la somme des deux fait le crédit du vivant. C'est ça, comme la marque que vous cherchez à promouvoir, parce que derrière, il faudra les vendre, ces crédits. Alors, c'est quoi ce crédit biodiversité? Qu'est-ce qu'on mesure concrètement, Pierre? Alors, ce qu'on va mesurer dans la partie biodiversité, c'est les gains de biodiversité liés à la fois aux pratiques agricoles que Milpa met en œuvre sur les exploitations Milpa, et à la fois ce que notre projet commun va, demander à être mis en œuvre en matière, par exemple, d'infrastructures agroécologiques. Des haies, des bandes enherbées. Oui, on va aller très loin. On a choisi vraiment d'embarquer un large éventail d'infrastructures. Il y en a une vingtaine à la base. Par exemple, on met même dedans des prairies inondables. En fait, on essaie d'envisager tous les cas de figure. Et donc nous, effectivement, quand on a rencontré Milpa, et c'était il y a 1 an maintenant, il est clair qu'on a tout de suite vu que
il y avait déjà une biodiversité, effectivement, qui est incontestable dans le modèle Milpa, entre guillemets, de base, c'est-à-dire avant de nous rencontrer. Ouais, C'est notamment dans indéniable. la biodiversité Effectivement. dans le sol. 70% de la Ouais. biodiversité mondiale est dans le sol. Voilà. Donc on sépare les deux sujets pour la facilité de compréhension Oui, du puis la discours. mécanique administrative aussi, peut-être. Mais évidemment que la frontière entre biodiversité et carbone, elle est un peu factice. Et puis là, on fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que la même philosophie agronomique portée Ouais. par Milpa fait et le carbone Donc et nous, la biodiversité. on savait déjà qu'avec les principales lignes du cahier des charges Milpa, c'est-à-dire une agriculture biologique certifiée de régénération avec semi-direct sous couvert végétal, on avait déjà des co-bénéfices biodiversité gigantesques. Oui, mais comment on les mesure? Et nous, on s'est dit, en fait, cette notion de co-bénéfice, elle ne suffit pas. Il faut qu'il y ait aussi des gains biodiversité qui, dans un système agricole, ne sont pas forcément liés à des pratiques agricoles elles-mêmes. Et c'est ça que nous, on a souhaité, d'une certaine manière, c'est là-dessus qu'on a souhaité allier nos forces. Et on s'est dit, comme Milpa s'est objectivé sur une mesure et remesure sur le carbone, on va avoir la même exigence de vérité. Et c'est vraiment ce discours de vérité qui nous a séduits quand on les a rencontrés. On va avoir la même exigence de vérité sur la biodiversité. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut mesurer de concret sans créer des usines à gaz, qui est à la fois une valeur représentative au niveau de la science et aussi une valeur symbolique. Moi, je crois beaucoup à la valeur symbolique. Une parcelle Milpa, c'est beau. Et nous, on a essayé de faire quelque chose de beau. Et on s'est objectivé sur deux petites bêtes, notamment les vers de terre et les bourdons. Parce qu'on voulait approcher à la fois la biodiversité du sol et la biodiversité aérienne. Et de discussion en discussion, il y a des choses assez établies sur les protocoles vers de terre. Et donc, on s'est plongé là-dedans. Il y a des choses un peu moins établies sur la mesure de la biodiversité aérienne. Et en discutant avec l'OPI, donc l'Office de la protection des insectes notamment, on est arrivé à la conclusion suivante que le bourdon pourrait être, une espèce de représentatif de l'état de la biodiversité aérienne dans un système agricole. Et donc nous, le côté mesure et remesure de la biodiversité, on va se caler sur le même rythme que le rythme de mesure et de remesure du carbone qu'impose la méthodologie Vera, et on va faire la même tous les 3 ans sur la biodiversité. Qui ça intéresse concrètement? Parce que ces crédits biodiversité, ces crédits du vivant, pardon, pour reprendre votre terme, donc qui cumulent ces deux crédits à la fois, qui va les acheter? Et comment derrière ça retombe dans la poche de l'agriculteur? On revient un peu à l'intitulé de la table ronde. Qui va les acheter? Idéalement, il faudrait dire la société tout entière. Parce qu'en fait, dans la vraie notion de service écosystémique, il n'y a que l'agriculture rend à la société tout entière. La société tout entière, ça peut être le consommateur, mais là, on revient au prix de l'alimentation. On sait que ça devrait être comme ça, et puis en même temps, on doit reconnaître que ça ne peut pas être que comme ça. Vous savez, les discussions qu'on a, par exemple, sur la TVA, quand on parle de prix de l'alimentation, etc., on sait très bien que c'est des budgets qui, en fait, comme c'est vraiment la part incompressible du budget, il y a plein de débats qui peuvent justifier le fait que, en fait, tout ne doit pas passer dans le prix de l'alimentation. Mais par exemple, si vraiment c'est ce qu'on appelle nos préférences collectives, on a tous un travail, on a tous un employeur. C'est aux entreprises, par exemple, potentiellement de financer ça, qui ont un amont agricole ou qui n'ont pas d'amont agricole. Moi, je crois réellement à la responsabilité des entreprises qui n'ont pas d'amont agricole de contribuer au financement Veolia, de ça. La Poste, Oui, mais on peut penser à Aéroport de Paris, l'informatique, on peut l'informatique. penser à Pétrole. différentes... Il y a LinkedIn pas loin, on va leur On peut demander s'ils penser sont à intéressés. LinkedIn, on peut penser à tout un tas d'entreprises parce que ces services écosystémiques qui sont rendus, LinkedIn arrive du coup, qui sont rendus à l'ensemble de la société, en fait, tout le monde en profite. Moi, si je suis salarié d'une entreprise, si je suis en bonne santé, c'est parce que je mange bien, que j'ai de l'eau pure, que je dors bien, que je respire un air qui n'est pas trop pollué. Tout le monde en profite. Et donc c'est partout. concrètement le WWF qui sera en charge de la commercialisation de ces crédits? On le fait ensemble. Vous le faites ensemble? On commence par nos entreprises partenaires. De préférence, et petit à petit on s'élargit. Effectivement, on a une prospective qu'on conduit ensemble, Milpa et WWF. Prospection, tu veux dire? Prospection, pardon, tu fais bien une prospection financière, effectivement, et c'est en bonne voie, on va y arriver. Tu On sais parle qui à beaucoup achète le plus d'entreprises. de crédits carbone au monde? Dis-moi. Microsoft. Comme quoi. Ce sont les GAFAM qui achètent beaucoup et elles ne vont pas faire augmenter le prix du pain. Et nous, c'est ce qu'on vise. Si tu payes si tout l'ensemble des entreprises de l'écosystème, des citoyens, etc.,
paye les externalités négatives ou les positives, ça dépend comment on les place. Mais en fait, il n'y a pas besoin de faire augmenter le prix de l'alimentation. Et parce que c'est une corde sensible, et en fait, quasi, il faudrait faire... Nous, c'est ce qu'on dit souvent, alors on fait la blague, je vais vous le dire ici, mais on considère qu'en fait, le bio-régé devrait se vendre moins cher que le prix du conventionnel. Parce que si on mettait les coûts du conventionnel... Ouais, ben exactement. Mais non, mais t'as dedans... Ça, c'est un autre sujet de la sécurité, sujet avec les assureurs. L'alimentation, les assureurs s'intéressent aussi à tous ces sujets-là, parce qu'en fait, l'assureur et même le réassureur, lui, il voit passer l'addition. Et le réassureur pourrait dire attends, moi je vais te payer les externalités positives pour qu'en fait on s'occupe du problème à la base. Augustin, j'ai une question pour toi très concrète. Il y a des agriculteurs dans la salle. Comment concrètement cet argent il retourne potentiellement dans leur poche et comment ils peuvent contribuer très directement au projet? C'est assez simple, hein. Tu as l'intégralité des sommes qui reviennent chez l'exploitant. Par contre, il ne faut pas être dans un engagement de demi-mesure. On n'en a pas parlé, mais on a besoin de 100 mètres de haies par hectare, etc. Il y a un cahier des charges très strict, mais hyper sympa à mettre en place. Voilà, il y a un cahier des charges aussi technique. Ça veut dire que faire du semi direct sous couvert... On revient un peu quand même sur certaines obligations de moyens, du coup, si je t'écoute. C'est que les moyens, parce qu'on vient mesurer. Voilà. Donc sur la partie biodiversité, là, on est un peu sur les on vient moyens. Pas rigoler, on vient après être dans la mesure et remesure. Donc on vient chercher la vérité. Et que ça soit sur la partie biodive, que ça soit sur la partie carbone. Donc quand on va chercher la vérité... C'est les deux en fait à la fois. C'est un cahier des charges sur les moyens et en plus une mesure des résultats. C'est ça? Oui, mais même dans la partie biodiversité, on valorise et les moyens et les résultats. C'est-à-dire qu'en fait, on a réfléchi à ça et on a décidé que les résultats, on les prenait en compte s'ils venaient améliorer entre guillemets la performance, le gain biodiversité. Et ça se justifie en fait. C'est pas c'est pas du tout de la complaisance ou c'est pas du tout de la sympathie, c'est qu'on est sur la vie et que le vivant, c'est pas prédictif et que dans l'agriculture, on a des voisins, on a un contexte pédoclimatique, on a une météo. Des marchés. Et il y a des marchés et en fait, ce serait quand même extrêmement sévère et extrêmement mal placé de considérer que la mesure de la biodiversité pourrait être pénalisante. Donc on a choisi en fait de valoriser les deux. Ouais, je voudrais mais on verra plus tard aussi, parce que sur des exploitations de 300 hectares, quand on va être all-in, on verra bien les résultats. Ouais, là, vous lancez l'expérimentation, hein, sauf erreur à date. Les crédits vivants ont 3 mois. Voilà, ça démarre. Ouais, là, c'est une question de mois. Ça fait qu'1 an qu'on se connaît, je pense que ça fait plus que ça, moi. Mais Amélie, ta réaction sur ce dispositif? Tu as, par le passé, travaillé sur tout un tas de dispositifs de paiement pour services environnementaux. Quel est ton regard sur ce dispositif qu'on vient de nous présenter? Effectivement, le mix entre obligations de moyens et de résultats, nous, en tout cas, on trouve que c'est aussi la meilleure approche parce que ça permet d'avoir une certaine complémentarité. Après, c'est aussi une difficulté parce que comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre entre obligations de moyens, obligations de résultats? Et puis entre précision et lourdeur administrative de coût de la mesure. Et ça, et je sais que c'est un des points sur lesquels vous êtes vigilant aussi, et c'est vrai que c'est, en plus du nerf de la guerre de qui c'est qui va payer, c'est comment est-ce qu'on fait un dispositif qui ne va pas utiliser la plus grande partie du budget du dispositif pour fonctionner, pour aller contrôler, pour aller mesurer, mais où la majorité du budget va bien aller vers les agriculteurs. Je vous propose, merci déjà pour ce témoignage de tous les trois. Je vous propose d'accueillir maintenant Pierre Girard, qui est journaliste scientifique. Restez avec moi. Hein. Et Pierre, je t'invite à me rejoindre sur scène. Tu chopes le micro d'Augustin sur vos applaudissements nourris. Merci pour lui. Pierre, tu es journaliste scientifique spécialisé sur l'agriculture et l'agroécologie en particulier. Tu es l'auteur du livre donc, Au rythme de la terre aux éditions JC Lattès, que vous pouvez retrouver à la librairie du SIAPRO, tenu par Hélène, qui a fait une super sélection d'ouvrages de tout ordre. Depuis des années, tu traînes tes guêtres, on va dire, sur le terrain à la rencontre d'agriculteurs. Est-ce que ces agriculteurs que tu rencontres pour tes émissions sur YouTube ou sur Arte, ils se posent cette question-là, celle de notre conférence? Est-ce que je dois être rémunéré pour des services environnementaux en plus de mon chiffre d'affaires lié à la vente de mes produits? Alors, je ne vais pas parler à leur place, d'autant plus que j'ai cru comprendre qu'ils étaient qu'une petite dizaine dans la salle, donc je trouve ça presque un peu ironique qu'on parle de ce sujet-là quasiment en l'absence d'agriculteurs et d'agricultrices. Mais ce que je peux vous dire, c'est ce que moi j'ai vu sur le terrain. Donc, j'ai visité plus de 200 fermes maintenant ces 6 dernières années, en France et aussi ailleurs, en Europe. Et d'abord, pour répondre à cette question-là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce que je constate en les écoutant, c'est qu'ils n'ont pas vraiment le choix, malheureusement. Aujourd'hui, les personnes qui rendent ces services écosystémiques ou environnementaux, ces pionniers, ces pionnières de l'agroécologie, sont celles et ceux qui finalement souffrent les premières de la crise, qui expriment le plus la colère. Et finalement, à la fois, l'urgence environnementale n'a jamais été aussi forte et concrète sur leurs parcelles, et en même temps,
si on regarde le système bio, le système en agriculture de conservation des sols ou l'agriculture biologique de régénération, ou régénératrice, je crois que c'était votre mot. Qu'importe. Il y a plusieurs mots. Si on regarde en fait ces systèmes-là, aujourd'hui, tous les moyens de rémunérer en fait le travail qu'ils font en plus de la production des aliments, il n'est pas rémunéré comme il l'a été au début. Et donc, est-ce que ça pose une question, on va dire, d'identité professionnelle chez eux? Est-ce que c'est normal, selon eux, encore une fois, je t'en fais le porte-parole, parce que tu en as rencontré beaucoup, d'être payé pour produire de l'environnement? Est-ce que c'est quelque chose qui est normal? C'est normal dans le sens où, en fait, moi je suis allé voir donc une grande diversité de systèmes, hein, de la permaculture maraîchère jusqu'à des fermes de 800 hectares en maraîchage bio. Donc je suis allé voir vraiment toute la palette de l'agroécologie. Et c'est normal, en fait, j'ai pas rencontré une seule personne, un seul agriculteur, une seule agricultrice qui se disait j'ai pas intérêt à rendre service à l'environnement, en fait. Donc c'est totalement normal de travailler, de rendre ces services environnementaux. Et d'être payé pour. Et d'être payé pour, en fait. Au-delà du produit. C'est de base, en fait, un agriculteur, une agricultrice qui est en bio, par exemple, il s'est engagé il a pris ce risque de faire la transition bio en se disant qu'il allait être payé d'une certaine manière pour ça. Donc ça fait partie de la réflexion à la base. Mais justement, l'exemple est bon sur le bio. Classiquement et jusqu'alors, tu peux choper le micro si tu veux, Augustin, qui est agriculteur, hein, donc on a quand même des agriculteurs et en bio en plus. Et en bio. Donc on ne parle pas qu'à leur place, on les fait parler aussi. Justement, le bio, typiquement, on aura une conférence dédiée à la question du bio mercredi, je crois. Je suis en agriculture biologique, stop ou encore. Le bio, juste par définition, on payait le prix du produit. Enfin, plutôt, ce service environnemental était inclus dans le produit. Ça dépend quand. Justement, jusqu'alors. Enfin, en tout cas, on essayait, c'est le modèle initial. Ouais, ça fait 12 ans qu'on expérimente la garantie de revenus, nous, et ça fait 3 ans qu'on a créé Milpa pour le déployer au niveau national. Et quand on a commencé, quand on a voulu lancer au niveau national, on a crise du bio, on a vendu nos produits bio en conventionnel. Donc là, on s'est vraiment dit, laisse tomber, le consommateur nous a lâchés. Et encore, le bio, c'est une petite niche, hein, je veux dire, c'est-à-dire qu'on nous a lâchés très vite. C'est-à-dire que dès qu'on a augmenté les prix, bam, on a sacrifié le bio. Donc ça a été un peu violent pour nous. Il y a aussi le législateur qui nous a lâchés en mode, ouais, c'est fini, fin des budgets bio, etc. Tout un débat sur l'agence bio. Donc on s'est dit, on défend un modèle bio, mais peut-être qu'on a tort, parce qu'en fait, avoir raison tout seul, ça ne sert à rien. Donc voilà, et en fait, on s'est retroussé les manches quand même, parce qu'on ne sait pas faire de conventionnel. C'est-à-dire qu'on est agriculteurs, nous, mais on ne sait pas faire de conventionnel. On est nul en chimie, on est nul. Voilà, on est nul. Par contre, on est bon en bio. Et on est bon en association de culture, on est bon. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, OK, on va aller plus loin, on va encore diminuer le coût, on va encore augmenter notre rendement, pour qu'en fait, cette équation-là, et c'est la vision de Milpa, c'est qu'en fait, même en vendant en conventionnel, nos pratiques soient plus rentables. Il y a aussi un autre problème dans le conventionnel. Là, les agriculteurs qui m'entendent vont comprendre. À 200 € tonne, il y a 15 ans, nos exploitations ont gagné très très bien leur vie. Aujourd'hui, à 200 € tonne, on est dans le rouge. Donc, jusqu'à quand on fait quoi? Il va falloir avoir 300 € tonne, 400 € tonne. C'est quoi l'intérêt de ces mécaniques de rémunération complémentaire? C'est pour ça qu'il faut cutter le coût des charges. C'est-à-dire qu'on dépend trop du gaz, les deux à la fois. Des engrais. Baisser les charges et rémunérer les services environnementaux en plus. Le gros problème, c'est les engrais. Si tu arrêtes les engrais de synthèse, c'est-à-dire que si tu arrêtes ta dépendance au gaz des engrais de synthèse, je rappelle, on exporte quand même à l'Est. C'est-à-dire qu'on a besoin, on parle beaucoup d'autonomie alimentaire avec le conventionnel, etc. OK, mais on a besoin de gaz pour faire cette autonomie alimentaire. Donc on a besoin, en gros, des Russes, etc. C'est n'importe quoi. Et pourtant, de l'autre côté, on importe des légumineuses. Ok, tout ça est un peu stupide. Si on arrêtait ça, donc on fait des mélanges, donc on va avoir plus de légumineuses, de protéagineux, etc. On va rémunérer les services écosystémiques, et il n'y en a pas forcément. Nous, c'est la vision qu'on porte. Si on rémunère les services écosystémiques, les externalités positives, eh bien, en fait, on peut produire au prix du conventionnel en étant en bio, donc sans chimie et sans engrais de synthèse. Et encore une fois, en plus, en additionnant d'autres sources de revenus, celles pour paiement pour services environnementaux. Et je reviens vers toi, Pierre. Au-delà des dispositifs publics ou de mécaniques contractuelles publiques-privées que nous a expliqué par exemple Amélie, ou que celles que sont en train de co-concevoir WWF, c'est pas facile à dire. VVF et Milpa, au-delà de ces dispositifs, ces mécaniques, comment œuvrer à une meilleure reconnaissance sociale aussi et donc économique de cette fonction de production de l'environnement qui nous sert à tous par l'agriculture?
C'est complexe. Moi, je suis donc journaliste. Je travaille depuis plus de 6 ans sur ce sujet en particulier, et je me rends compte que pour en parler dans les médias, voilà, faut qu'on fasse aussi notre mea culpa, qu'on apprenne à parler, à mettre en valeur ce métier qui est noble, qui est le plus beau du monde et dont on a besoin au moins 3 fois par jour chacune et chacun. Donc c'est essentiel de faire ce boulot d'information. Moi, dans mes vidéos et dans mon livre, j'essaye de mettre en valeur ces hommes et ces femmes qui font ça. Je pense qu'il ne faut vraiment pas oublier, en se posant cette question, est-ce qu'on doit les rémunérer, est-ce qu'on peut les rémunérer, en fait, il ne faut pas se concentrer uniquement sur ces mécanismes-là. Il ne faut pas oublier qu'en ce moment, la science n'a jamais été aussi certaine qu'il y a nécessité à faire quelque chose sur l'environnement, que c'est absolument urgent et que c'est pas le moment de lâcher sur la bio, c'est pas le moment de lâcher ceux qui font de l'ACS, de l'agriculture de conservation des sols, parce qu'on a besoin de continuer à planter des haies. C'est pas le moment non plus de lâcher sur les négociations de la PAC et sur la partie des rémunérations du pilier environnemental de la PAC, puisqu'on est en cours de négociation. Et donc c'est des préoccupations qu'on a sur le terrain. J'entendais tout à l'heure Pierre Prigent qui disait, du WWF, qui disait on peut changer assez vite, mais en agriculture, ce que moi j'ai appris au fil de ces 6 années au contact des hommes et des femmes qui bossent avec le vivant et avec les sols, c'est que c'est pas un changement rapide, c'est pas d'une année à l'autre. C'est en fait un jeune qui se lance aujourd'hui, il réfléchit sur ses 40 ans en fait. Ce qui va semer aujourd'hui là, ça aura des conséquences au moins dans 15 ans, dans 20 ans sur ces parcelles. S'il est sécu au niveau revenu, etc., il pourra aller beaucoup plus vite. Exactement. Et aujourd'hui, cette sécurité, elle n'existe pas, elle est totalement anéantie. Et c'est de l'intérêt des dispositifs que vous imaginez d'apporter cette garantie complémentaire. Tu veux réagir, Pierre ? Oui, parce que j'ai eu peur d'être mal compris, du coup. Non, je crois que j'ai très bien compris. Et puis vous aviez pris la précaution de dire que c'était une caricature. Pardon, j'ai pas été très facile, ni dit que c'était rapide. Mais voilà. J'ai dit que, quand même, nous, par exemple... En sécurisant, on peut accélérer. Le projet commun qu'on monte, on s'est objectivé sur 6 années. 6 années à l'échelle du puits de carbone océanique, je vois pas ce que vous pourrez faire. C'est juste ça, ce que je dis, à l'échelle d'un puits de carbone agricole et du changement. Et ensuite, j'ai dit qu'on travaillait quand même sur des pionniers. Donc en fait, on agit quand même, je parlais vraiment du changement, enfin entre guillemets, dans les fermes sur lesquelles on va travailler, chacun dans nos initiatives. Je ne parle pas du changement de l'agriculture française. Bien sûr. Ce que je veux dire, quelque chose de rupture. Ça veut dire que c'est on-off. Tu passes avant, tu as pesticides, etc., le travail du sol. Le jour d'après, tu es sans travail du sol, sans pesticides. Ce que je veux dire, c'est que c'est absolument essentiel ce que vous proposez, que ce soit régénération, que ce soit 1000 pas. C'est absolument essentiel ce que vous proposez comme levier. Mais en ce moment, il ne faut pas non plus lâcher sur les autres sujets, sur le fait que les produits doivent être rémunérateurs. Je trouve ça c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux à la place. Exactement. Est-ce que ça doit passer aussi par des nouveaux récits ça aussi c'est très long quand même. De par les filières, etc., on le fait, on essaye de le faire. Mais c'est d'une longueur. Ça, c'est bien plus long que changer les pratiques. Mais faire les deux à la fois, c'est ça que j'entends. Le travail de fond et ces nouveaux dispositifs. Donc le consommateur. C'est le consommateur aussi qui décide. C'est le consommateur, alors justement, j'y viens, si j'ai le droit de vous poser une question. C'est mon job. Est-ce que justement, ça doit passer par des nouveaux récits et donner à voir et expliquer que ces pionniers, ils existent, que c'est pas que des... Enfin, il y en a, ils commencent à être un peu nombreux. Et donner à voir aussi cette double fonction de l'agriculture, à la fois produire des biens alimentaires et prendre soin d'un environnement qui nous sert à tous. Moi, je pense que des débats comme celui qu'on a vécu cet été avec la loi du plomb, par exemple, on peut penser ce qu'on veut de la loi du plomb, par exemple, c'est pas la question, mais simplement de montrer que 2 millions de personnes qui ne sont pas des robots ont signé une pétition, par exemple, ça montre qu'il y a un intérêt pour ces sujets-là. Une envie d'agriculture, en tout cas. Il y a une opportunité. Une envie de comprendre. Après, est-ce qu'on l'a bien compris, ça, c'est un autre débat. Il y a une opportunité, en tout cas, en ce moment, à donner à voir ces professions-là, du vivant, ces professions qui travaillent avec le sol au quotidien. Et je pense qu'il y a un vrai challenge à les montrer dans une période comme ça et à saisir cette opportunité-là. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire à travers le livre, à travers mes vidéos, à travers mes reportages sur Arte. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on n'ait pas peur, en fait, de replacer à la fois les agriculteurs et agricultrices au centre du récit, ça c'est absolument essentiel, mais aussi l'agronomie, la science, en fait, dans des moments où on va avoir peur d'expliquer. Voilà, en fait, dire simplement, expliquer patiemment que les systèmes, il n'y en a aucun qui est parfait, que tout est le résultat d'un compromis, ça correspond à un terroir, à l'histoire d'une famille, le choix d'un agriculteur, d'une organisation de travail, un marché accessible ou pas. C'est des choses qu'on n'a pas encore pris le temps de montrer en fait dans les médias. Et je pense que c'est notre responsabilité aujourd'hui de saisir l'opportunité de ces débats, en fait, de ces controverses,
et de revenir au cœur des pratiques et de la science. Les personnes que je rencontre dans le livre ou dans mes reportages, c'est en quelque sorte des chercheurs, des chercheuses, c'est des scientifiques, hein, c'est des personnes qui font des expériences. Des paysans chercheurs ou des agronomes chercheurs, voilà. Des agriculteurs chercheurs. On avait l'an dernier d'ailleurs fait toute une conférence à ce sujet-là. Merci beaucoup. Un dernier mot de la fin, Augustin? Je voudrais pas que tu sois frustré. Tout à l'heure, tu parlais du métier d'agriculteur. Ce métier d'agriculteur, il peut être extraordinaire quand c'est pas un sujet de revenus, ni de trésor, etc. Il peut être infernal, mais vraiment l'enfer quand c'est un sujet de rentabilité de trésorerie. Et c'est là c'est ce qu'il faut changer. Ça veut dire que sinon, on va être coincé dans une équation qui sera pas soutenable ni pour les agriculteurs, ni pour le consommateur, ni pour la société. Et je crois comprendre que vous œuvrez en ce sens. Merci beaucoup à tous les quatre pour vos témoignages. Merci. Et vos réflexions. J'espère que ça vous a intéressé et fait réfléchir. Merci beaucoup. Je vous invite à quitter la salle et me la laisser pour moi tout seul. Non, blague à part, juste pour vous annoncer que dans un petit quart d'heure, autre conférence sur la question des nouvelles cultures. Je cherche à implanter des nouvelles cultures, stratégie d'adaptation au climat, effet de mode ou véritable nouvelle donne. On parle grenade, on parle pistache, on parle amande, on parle olivier. Voilà. On va parler de tout ça avec notamment Serge Jacquat, Marc Binet et Clément Tostivin du groupe Avril. Serge Jacquat, agroclimatologue bien connu. Marc Binet, agronome spécialiste des cultures tropicales et de leur acclimatation en France. Et enfin, Clément Tostivin qui travaille chez Avril, grand groupe agroalimentaire français. On va se poser avec lui la question de savoir si ces nouvelles cultures, elles peuvent devenir, on va dire, mainstream et permettre d'attaquer des marchés très, très gros, ou est-ce que ça reste des marchés de niche. À tout à l'heure, on se retrouve dans un petit quart d'heure.